Rendez-vous, bien évidemment, avec aujourd'hui deux sujets d'actualité, principalement la francophonie avec Obé Minaku qui vient d'être élu président de cette assemblée, on va dire générale, pour ne pas dire mondiale des francophones, parce que il y a longtemps, le Congo, le Zaïre n'étaient pas au chapitre. Quelques citoyens de ce pays commencent à être reconnus sur le plan international. Est-ce que c'est le retour du Grand Congo? Est-ce que c'est la reconnaissance du leadership? Mais c'est aussi le travail fourni par ces deuxièmes pays francophones du monde. C'est le premier sujet que nous allons décortiquer avec les amis, des gens en place ici. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons également de l'Afrique et le monde. Vous savez que depuis qu'on a chanté la croissance du continent africain, depuis qu'on a dit que la Chine investissait beaucoup de milliards sur le continent et que cela faisait peur à beaucoup, eh bien, des stratégies commencent à se mijoter partout pour casser cette croissance. Alors, on nous crée Boko Haram, Shebab, pourquoi pas les troisième mandats qu'il ne faut pas renouveler, et pourquoi pas aussi défense des droits de l'homme. Tout ceci fait que pendant que les autres se développent, les Africains se contentent de résoudre les problèmes ou essayent d'étouffer les foyers de tension qui se créent un peu partout. L'Afrique et le monde, les terrorismes pour casser la croissance, ça sera le deuxième thème développé dans votre club. Alors comme d'habitude, nous sommes toujours avec les grosses pointures, Jérôme Sekana, très redouté dans les milieux bien informés, hein, on ne dirait pas les salons IP, mais dans les milieux bien informés, parce que vous avez parfois des sources qui font peur, et pour ceux qui nous suivent de l'étranger, mais également ici en RDC, tempérez un peu vos sources. Pour les gens qui sortent souvent des informations, parfois sont redoutés. Jean-Marie Kassamba, vous êtes un journaliste professionnel. Oui. En journalisme, on dit pour donner cours comme un doigt, il faut connaître long comme un bras. Long comme un bras? Oui. Et les sources sont sacrées, tout comme les faits. Vous savez, quand les gens disent ça, c'est qu'ils pensent maintenant que nous sommes en train de nous ressaisir. C'est notre pays. La République démocratique du Congo, c'est notre patrie. On n'a pas de choix. On nous a traînés dans la boue. On nous a enfoncés plus bas que terre. Mais quand on vous disait que c'était de BMW... non, le problème c'est que moi je voudrais avoir en face de moi... Choses, on le met dans les livres. Non, non, non. Je voudrais que je puisse avoir en face de moi quelqu'un qui vient me dire « Jérôme, vous avez dit ceci, ce n'est pas vrai ». Vous savez, ce que j'ai dit autour de cette table, c'est les 1 millième. Est-ce que toutes vérités sont bonnes à dire? Mais le choix des infos à diffuser, vous savez, nous les journalistes, nous collectons, nous traitons, nous diffusons ou publions. Je respecte toutes les étapes. Quand je lâche les bribes d'infos comme ça, dites-vous qu'il y a 99% de ces informations que je garde quelque part. Et je sais ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire. Et lorsque on veut nous prendre pour les derniers de la classe, les derniers de la classe, comme vous le dites, non, je ne peux pas accepter que mon pays soit franchement traîné dans la boue de cette manière-là. Les Congolais de 1960 ne sont plus les Congolais de 2000. Tout ceci a changé naturellement. Les choses ont changé et nous avons, vous et moi, nous avons fait les tours du monde. Nous avons étudié dans les mêmes écoles que les confrères qui travaillent partout aux États-Unis, en Europe, et ainsi de suite. Vous savez de quoi nous parlons et de quoi nous sommes capables. Je voudrais que ceux qui nous suivent puissent nous faire confiance. Absolument. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Bien sûr que nous ne pouvons pas jeter de l'huile au feu, mais au moins ce que nous leur disons, ce sont des informations vérifiées et vérifiables. Que ceux-là qui se sentent concernés et qui cherchent à nous prendre pour des dindons de la farce comprennent que la récréation a pris fin. Oui, et qu'on n'est pas souvent dupe. Souvent, on n'est pas dupe. Jérôme Sekana, le DG des Galaxy Media, et juste à côté de vous, c'est Barbara Zimi, journaliste Congo Web, qui passe pour être maintenant celle qui équilibre le plateau, la diète féminine confirmée. Intellectuellement, oui aussi, hein, j'espère bien. Si, intellectuellement surtout. Je confirme. J'ai lisé les messages d'internautes qui disaient, oui, Barbara, elle est parfois sèche, elle est directe. Est-ce qu'elle n'a pas peur de remontrances, un peu de représailles
des milliers qui n'acceptent pas souvent des vérités? Ben, moi, je pense que je suis un peu équilibrée, hein, si je peux le dire ainsi. Tous les jours, je le dis haut et fort, que je reste vraiment journaliste parce que je ne compte pas abandonner ce métier, d'où la nécessité de se dire toujours, lorsqu'on est ici en train d'analyser les choses, les politiques de tous bords nous regardent, justement, il faudrait garder son objectivité, mais cela ne nous empêche pas à porter quand même un jugement objectif, justement en poussant nos acteurs politiques à pouvoir rectifier ce qu'ils doivent rectifier, et puis à aider aussi ceux-là qui sont dans l'opposition en leur rappelant leur mission principale aussi, et puis voilà. Donc je pense que j'ai aussi des très très bonnes réactions moi aussi sur cette émission qui est déjà très très suivie. Une façon pour moi de vous féliciter, Jean-Marie. Vous savez, c'est une fierté pour nous tous aujourd'hui, et particulièrement je suis très honorée lorsqu'on m'invite toujours. C'est une marque de considération, c'est pas seulement le fait que je sois femme qui fait une sorte de différence sur ce plateau, non, c'est le fait qu'on puisse débattre sur des sujets avec des intellectuels aussi importants. Et surtout que ça aide le Congo, notre pays. Et puis voilà, ça pousse, justement, ça aide le Congo, particulièrement les gens qui sont, les personnes qui sont à la gestion de la chose publique. Alors, vous allez prendre la parole et surtout entrer dans le vif du sujet. Obé Minakou vient d'être élu, c'était hier, enfin vendredi, président de l'Assemblée de parlementaires francophones. Ça s'est passé en Suisse. Harold Badibanga, journaliste indépendant, juriste par ailleurs. Est-ce que ce qui disait que le Congolais n'était pas digne, n'était pas crédible, aujourd'hui, avec ces nominations qui arrivent, on a eu Mouyumba, présidente également de la jeunesse panafricaine, et on a eu Mouyembe qui vient d'être plébiscité meilleur scientifique pour ses recherches, etc., avec le prix Mérieux. C'est le retour du Grand Congo, comme je le disais tout à l'heure, ou c'est tout simplement un hasard du calendrier? Non, non, il n'y a pas du hasard du calendrier ni du retour du Grand Congo sur l'échiquier international, mais plutôt la preuve que nous existions déjà et que ceux qui pensaient que nous n'avions jamais existé n'ont fait que de l'intox. Je suis en train de prouver ici qu'avec l'organisation du combat du siècle 74. En République démocratique du Congo, la RDC a été connue à travers le monde et a vécu en tant que telle. Je note ici qu'en la même matière, la fréquentabilité de la République démocratique du Congo depuis l'avènement de Joseph Kabila à la tête de la République, alors que M. Laurent Désiré Kabila, avec son révolutionnisme que nous soutenons tous, n'avait pas été aimé par les impérialistes, et que lorsque Joseph Kabila est venu, il a pris toute cette communauté internationale constituée, la nébuleuse communauté internationale constituée des impérialistes, il les a prises au piège en ouvrant effectivement la collaborabilité entre la RDC et cette communauté internationale. C'est ainsi que je note l'organisation du sommet de la francophonie en République démocratique du Congo. Je note beaucoup de fréquentation depuis longtemps. Donc tout ça, beaucoup de manifestations. Ça prouve que la République, y compris les tours cyclistes. Voilà, la République démocratique du Congo fait preuve de son existence sur l'échiquier international, étant donné que nous avons aujourd'hui qu'en relation internationale, on pèse avant d'exister, alors que dans la vie normale, on doit d'abord exister avant de peser. Alors, pour revenir à Obé Minakou, aujourd'hui, il est fonctionnaire international. Fonctionnaire international, et je ne dis pas qu'il s'agit de Obé Minakou Ndjalandjoko, prix Intuitu Personae, mais il s'agit plutôt de la République démocratique du Congo, qui gère quoi, Jean-Marie Kassamba? Parce que les gens ne le comprennent peut-être pas. On peut ne pas être de la majorité, on peut être de l'opposition, de la société civile, mais on doit à ce niveau comprendre qu'il s'agit de la République démocratique du Congo, qui est propulsée sur le plateau de ceux qui peuvent décider pour le monde. C'est quoi l'Assemblée parlementaire francophone? Cela relève de la diplomatie classique. À l'époque, quand on parlait de relations internationales, quand on parlait de la diplomatie, on voyait que les échanges
entre gouvernements, c'est-à-dire Jérôme Sekana est ministre des Affaires étrangères comme Raymond Tchibandan Tungamolongo ici, et en Angola, il y a un autre. Donc, les relations entre États se limitaient entre gouvernements. Mais depuis environ 4 ou 5 ans, il y a ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire, un paradigme nouveau en relations internationales qui s'appelle diplomatie parlementaire agissante. C'est-à-dire, s'il faut laisser les gouvernements, les différents gouvernements des États piloter leur diplomatie, on est limité quelque part dans la mesure où les gouvernements ne sont que les émanations des assemblées nationales ou des parlements. Alors, s'il faut rapprocher les peuples de manière directe entre eux, il faut passer par leurs élus. C'est ainsi que ce nouveau paradigme en relations internationales veut que les élus du peuple se rapprochent entre eux sans passer indubitablement par les différents gouvernements, les ministres des Affaires étrangères et les premiers ministres. Alors, ce qui arrive maintenant, c'est que la République démocratique du Congo, mon pays, comme elle a été quand il s'est agi de la francophonie, elle est en train de diriger aujourd'hui la France, la Belgique, le Canada et tous les autres pays en termes... Est-ce que ce n'est pas prétentieux de votre part? Non, non, en allant aussi dit directement. Non, parce non. que Écoutez, Hollande va avoir la chair de poule lorsque vous dites que vous le dirigez. Ce n'est pas pour la première fois que mon pays gère la France. Le Sénégal a géré la France à travers la francophonie. Oui. Nous avons été à la tête de la francophonie pendant les 2 ans. Oui. Aujourd'hui, l'histoire se répète pour dire que maintenant, lorsqu'il s'agit de rapprochement des parlementaires ou des peuples des pays francophones via leurs parlementaires. C'est Minakou qui préside. C'est Minakou qui préside et tout gravite autour de la République démocratique. Et on a aussi accès à certains dossiers sensibles. C'est pour dire quoi, Jean-Marie Kassamba? Oui. C'est pour dire que la peau noire que j'adore. Oui. La peau noire. Arrêtez de ramener tout à la peau. Non, je ne ramène pas la peau. Arrêtez de ramener tout à la peau. Je vous connais très nationaliste, très patriote. Oui. Laissez-nous dire des choses comme elles se disent ailleurs. Oui, mais pas au point de la faiblesse de la peau. Est président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Lorsqu'il débarque à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, on sait l'identifier qu'il est noir. Oui. Alors, quand ils le font là-bas, vous ne leur interdisez pas. Laissez-moi vous dire... Mais il y a aussi des noirs là-bas, les Antillais. Alors, c'est pour dire que, aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo qui est à l'honneur, et que c'est la preuve que ceux qui se sont plaints hier que la République démocratique du Congo ne s'est pas jouée sur le plan international, ceux qui se sont plaints que la République démocratique du Congo n'a pas d'amis en dehors d'elle-même et que pour se développer, nul n'étant une île, on doit avoir des amis ailleurs, peuvent maintenant prendre un verre d'eau pour dire que nous y sommes et c'est à capitaliser pour que demain, après-demain, étant donné qu'Aubin Minakou n'est pas l'éternel président de la PEF, lorsqu'il va partir, que nous laissions dans les traces indélébiles dans de les la annales. République démocratique Absolument. du Congo. Alors, je vous ai laissé parce que j'aurais voulu avoir maintenant un point de vue plus ou moins nuancé parce que je connais bien Bienvenu Bakoumani qui est non seulement qui a des infos on va juger cette nuançabilité. Mais lorsque on voit, est-ce que c'est l'embellie un Bienvenu Bakoumani? Parce qu'on a quand même fait le sommet de la francophonie, ensuite maintenant c'est Minakou, quoi, 2 ans à peine, 3 ans après, qui redevient président. Il était vice-président par ailleurs, hein? Il vient de basculer à la présidence. Au moment où, et je vous pose cette question, on ne peut plus directement. C'est les francophones qui sont en tête de combat de 3e mandat, en tête de combat de droits de l'homme, en tête de combat de la diversité culturelle, le fameux appel de Bamako contre les coups d'État, tout ça c'est la francophonie. Abdou Diouf le disait autrefois, il y a l'ONU et nous. Enfin, l'ONU c'est pour l'Assemblée générale, mais la francophonie c'est plus pour les pays d'Afrique. Hein. En grande majorité, ce sont des pays francophones. Est-ce qu'on commence à peser maintenant, nous, les Congolais? Jean-Marie, avant toute chose, je pense qu'aujourd'hui, j'ai appris que les découpages est réellement en marche. Effectivement. Les provinces la province orientale et la province de l'Équateur sont effectivement découpées. Oui. Selon le vice-premier ministre Évariste Bouchab, le professeur Bouchab. Oui. Ça, c'était juste une fausse ouverture. Oui.
par rapport à cette... Tu ne félicites pas le fait que le découpage est à mal. Non, moi je me limite aux faits. Non, il informe ceux qui nous suivent à travers le monde. Il est patriote. Les adjectifs, je vous les laisse. La décentralisation est Ça marche, oui. Voilà. Les qualifications, je vous les laisse. Moi, je donne cette information parce que ce n'est pas prévu. Mais pour moi, ça paraissait important parce qu'on l'avait loupé le 30 juin et qu'on l'a fait aujourd'hui, 10 jours après ou 15 jours après, peu importe. Mais ça a pris 10 ans en France quand même. Hein? Oui, le train est en marche, c'est le plus important. Absolument. Mais je tempère aussi l'enthousiasme délirant presque de mon compatriote de droite. Oui. L'Assemblée francophone, c'est quoi? C'est quoi? Ça influe effectivement sur quoi? La République démocratique du Congo tire quel dividende? Hein, nous avons eu à côté, juste en face ici, des compatriotes qui ont été refoulés de la manière que tout le monde sait. L'Assemblée était où? Même si, par après, il faut reconnaître, moi je suis dialecticien. Ils ont quand même envoyé une délégation. Ils ont publié un communiqué. Non seulement une délégation, la délégation congolaise de Kinshasa, lors d'une rencontre de Brazzaville, avait donné de la voix et elle a été suivie. Ce sont des choses à mettre à l'actif. Il y a Minakou qui a envoyé une commission parlementaire là-bas. Absolument. La République ne s'est pas réveillée avec cette désignation. C'était déjà téléphoné à Abidjan, on était avec... on savait que le on savait que Minakou serait le prochain président de l'Assemblée francophone d'Afrique. Donc, il faut vraiment nuancer les choses. Ce qui veut dire que notre diplomatie a fait quand même du travail. C'est pas automatique. Notre diplomatie travaille. Notre diplomatie travaille. Sinon, on n'aurait pas eu la fin du M23. Ça, il faut le reconnaître. Ce que moi j'attends plutôt, c'est que j'aurais applaudi. Sincèrement, ça je le dis vraiment en tant que patriote. Si on avait gagné le poste de secrétaire général de la francophonie, pour moi ça aurait été... On n'était pas candidat. Justement, c'était une erreur monumentale. Une erreur monumentale de ne pas présenter une candidature au secrétariat général. Aujourd'hui, on a une dame, une Canadienne, haïtienne, avec des fortunes, avec des fortunes diverses. Elle n'égale pas aujourd'hui Abdou Diouf. On la sent à peine, hein? C'est pourquoi Obed Minakou doit venir à sa rescousse et redonner un semblant de dynamisme à la francophonie, parce qu'elle n'est plus ce qu'elle était, cette francophonie. Mais c'est que là où moi j'attends le plus Minakou, c'est qu'il rentre rapidement. Nous avons des dossiers extrêmement urgents. Extrêmement urgent, les dossiers de la répartition des sièges au niveau des municipales. La session extraordinaire. C'est ce que moi j'attends. Je pense que tout le temps perdu en Suisse pour le bien de l'image du pays, je les félicite pour ça. Qu'un compatriote soit président de l'APEF, c'est une très bonne chose. Mais en termes de dividendes, je reviens, moi je suis dialecticien, je ne suis pas comme toi, mon logiste, comme mon frère de droite. Moi je me rends compte que le plus important, ce n'est pas ça. Ce n'est pas donner une belle image à l'extérieur. Le plus important, c'est de travailler pour le pays. Et si Minakou, sa présence à la PEF, peut aider à ce qu'on puisse avoir une vraie résolution, une résolution musclée de la francophonie contre la balkanisation de la République démocratique du Congo, une résolution musclée contre des attaques parfois gratuites faites à la République, à ce moment-là... Comme on a suivi l'Union européenne il y a quelques jours. Hein. Ah oui, et vraiment, je trouve... C'est vraiment de l'ingérence une déclaration extrêmement gratuite parce que notre Constitution a prévu 2 mandats et nous sommes sûrs qu'en 2016, elle sera respectée. Pourquoi est-ce que des gens peuvent sortir un matin pour se donner un spectacle, délivrer un communiqué incendiaire pour dire que dans ce pays... Pourquoi seulement la RDC, épingler la RDC de la manière qu'on l'a faite? Alors, même si on a des vrais problèmes, les arrestations et autres, ce sont des vrais problèmes qu'on connaît aussi partout, nous devons faire attention et faire en sorte que nos compatriotes qui vont dans des institutions comme l'Assemblée francophone parlementaire, qu'ils puissent défendre beaucoup plus les intérêts de la République, qui n'aillent pas là-bas pour faire de la figuration. Alors, justement, Jérôme Sekana, est-ce que la géopolitique commence à donner des fruits aujourd'hui? Est-ce que Obed Minakou, est-ce qu'il va passer plus du temps dans les avions, coordonner par ici, aller dans des assemblées par là, et au détriment de la RDC? Parce qu'on a suivi quand même ce qu'il dit Bienvenue Bakoumani, c'est assez important. Parce que si vous êtes à la tête d'une institution aussi importante comme celle-là, il n'y a que des commissions. Et alors qu'il est président d'une assemblée nationale à Kinshasa, avec des enjeux que nous connaissons, ça va être un peu compliqué.
Non. C'est Mondo Simba qui va prendre le relais en permanence. D'abord, félicitations, chapeau bas à Aubin Minakou. On était avec Jean-Marie Bienvenu Bakoumania en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Je suis allé jusqu'à Yamoussoukro. Et c'était un secret des polichinelles. On savait qu'il allait accéder à ces fonctions. Ça s'est murmuré déjà? Oui. Alors, moi, je vais commencer par une information. Ah, encore. Nous saluons la reprise des vols internationaux d'Ethiopian Airways depuis hier à Goma. Oh. Nos compatriotes peuvent prendre l'avion de là et aller même au-delà de nos frontières à partir de là. Mais nous exhortons le gouvernement à accélérer les dossiers des Congo Airways parce qu'il faut que les drapeaux congolais flottent dans les ciels de la République démocratique. Les avions arrivent le 24. Oui, donc voilà. Revenons maintenant à nos moutons. Je félicite non seulement Aubin Minakou, le président de la République, le gouvernement de mon pays. C'est quand même quelque chose de très important. Vous savez, j'ai eu à échanger avec des collègues, des confrères. Ce que nous avons fait en RDC en organisant la francophonie, s'il était question qu'on puisse rééditer l'exploit, tout le monde accepterait de revenir ici. Parce qu'on a vu l'expérience à Dakar. Je vous dis qu'il s'est passé... Donc c'était très bien organisé. Et il y a des dessous de cartes. Vous ne voulez pas que je donne des informations. Allez-y, laissez-moi vous dire quelque chose. Allez-y, Jérôme Sekana. L'accueil était de très haute facture. Et le chef de l'État avait même fait des cadeaux, des grands cadeaux. Des voitures de luxe qui sont parties de Kinshasa jusque dans certaines capitales. On n'a jamais vu ça ailleurs. Bon, ça, ce n'est qu'un exemple que je donne. Il y a beaucoup d'autres. Et je pouvais aller plus loin. Aubin Minakou a du pain sur la planche. Vous savez, moi, j'ai toujours été jaloux. Jaloux de ma langue française. Ah, ok. Les Français doivent comprendre que nous sommes quelque part aussi français. Moi, j'ai étudié, j'ai réfléchi même en français. Et vous vous énervez même je me sens plus à l'aise aux États-Unis qu'à Paris. Et donc à Washington qu'à Paris. Oui. Je me sens plus à l'aise aux États-Unis qu'en Europe, et notamment en France. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez, si je vous montre mon passeport, vous allez trouver un visa de 2 ans pour les États-Unis. Mais si je vais aller en France, c'est quelques jours à la limite près, avec des conditionnalités, ce n'est pas normal. Mais on a dit qu'on doit se pencher sur cette affaire de Schengen. Non, le président François Hollande avait promis des choses qu'on n'a pas encore vues. Oui. Et il faut nécessairement que la langue française soit défendue. Je suis vraiment étonné de constater dans des conférences internationales, j'étais à Abuja, un ministre français, je ne veux pas citer son nom ici, il débarque, il fait des discours en anglais. Plusieurs fois, on a vu, ils les font à Washington, à New Delhi, à Singapour encore, on a vu ça. Ce n'est pas normal. Pendant que nous autres, moi, poser la question à Strauss-Kahn, chaque fois quand il donnait des conférences de presse à Washington, au Fonds monétaire international, quand bien même je peux me débrouiller à poser ma question en anglais, mais moi, j'ai lui posé des questions en français. Et il disait, enfin, on peut s'exprimer en français ici. Et il était tout fier, très fier de voir que, voilà, parce que ici, au jour d'aujourd'hui, l'anglais est en train d'avaler le français. Le français. Et on a comme l'impression que ceux qui sont à la tête de la francophonie, y compris nos amis francophones, et nos amis français, travaillent plus pour la promotion de l'anglais que de la langue française. Minakou doit faire ce travail de la promotion de la langue française. Oui. Bien sûr, avec... Michael Jean. Et bien sûr, ils doivent travailler la main dans la main, mais nous aussi, nous devons faire en sorte que, vous savez, ce n'est pas un cadeau, hein. Au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est le premier pays francophone du monde en termes de locuteurs. Des Français. Bien sûr. Parce que nous approchons les 80 millions et ici, vous pouvez vous adresser même à une maman de 80 ans, même si elle n'a pas été à l'école, elle entendra un peu ce que vous voulez lui dire. Vous comprenez? En termes de population, nous sommes plus nombreux par rapport aux Français. Oui. Alors, ce que je demande à Aubin Minakou, d'abord, 1, de promouvoir la langue française, 2, de faciliter les échanges entre les pays francophones, notamment, qui est aussi la mission même de la francophonie, qui est des facilités, plus des facilités. Nous ne disons pas ici qu'il faut ouvrir les portes, par exemple, à tous les Ngoulous. Hein, des gens qui vont salir la réputation. C'est des gens qui voyagent. Non, mais il y a des gens qui sont capables. Plusieurs fois, moi, quand je voyage, par exemple, je vais en Asie ou je vais aller aux États-Unis où j'y vais régulièrement,
Eh bien, quand j'ai introduit mon dossier à la maison Schengen, même si on dit que je suis en train de remuer ciel et terre, ça sera fermé. Non, parce que elle doit ce n'est pas fermer normal. cette maison. Et nous avons écrit une lettre de 3 pages au président de la République. À partir de ce lundi, il y aura déjà des réactions. Donc, il faut nécessairement que, quand nous débarquons, Mais parce qu'il y a en beaucoup France, d'humiliation à Maison Schengen. beaucoup d'humiliation. On ne peut et pas, vous allez lire, je vais d'ailleurs, peut-être le mardi, le potentiel ou le mercredi va publier en intégralité cette lettre. Nous nous basons sur les faits. Donc nous sommes jaloux aussi de nous retrouver comme ça, comme des van-pieds. Vous débarquez dans un pays qui est le vôtre. Moi, je peux me sentir chez moi en France qu'en Angleterre, par exemple. Oui. Parce que la barrière linguistique m'empêchera de m'exprimer. Mais quand je suis sur les Champs-Élysées, quand je suis dans Paris, que je connais très bien, eh bien, je suis à l'aise, je me sens chez moi. Alors, pourquoi il y a des restrictions, même pour les personnes qui sont des responsables qui peuvent aller là-bas et quand vous arrivez là-bas, on vous regarde, vous allez mettre combien de temps? Quand est-ce que vous rentrez chez vous? Moi, je suis très fier de mon pays, je ne manque de rien ici. D'ailleurs, certains compatriotes qui sont de l'autre côté sont en train de trimer là-bas, de souffrir, alors qu'il y a... Et je vous dis que nous assistons maintenant à un phénomène inverse. Tous ceux qui partaient là-bas, c'est ici où il y a l'argent. Maintenant, les gens cherchent à rentrer et plus tard, avec les dispositions que nous... Voilà pourquoi Maison Schengen doit fermer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont là-bas. Revenons à Aubin Minakou. Oui. Nous souhaitons bonne chance à Aubin Minakou, qu'il essaye vraiment de redorer les blasons de cette institution. Il n'est pas dit que parce qu'il est président, il a beaucoup de charges, bien sûr, mais en tout cas, il peut laisser ses empreintes dans cette institution en essayant de redynamiser la coopération culturelle, en essayant de redynamiser la coopération entre parlements. Il a donné un exemple très important. Il y a un complot de la balkanisation de la République démocratique du Congo et vraiment ça chauffe. Et c'est pourquoi nous nous battons contre ça. Eh bien, il doit prendre les devants. On doit sentir que la PEF a pris des résolutions et que tout le monde parle d'une seule voix. Je reconnais ici. Il ne faut pas que les gens dans la cité disent que non, Jérôme là, il est anti-français. Non. Moi, j'ai beaucoup d'amis français. Et nous soutenons la France parce que parfois la France nous aide. Beaucoup de résolutions au niveau du Conseil de sécurité. C'est la France qui prend les devants. Mais il faut qu'on se dise les choses en face. Quand il s'agit d'un problème où nous sommes lésés, nous devons les dire haut et fort. Ce n'est pas parce qu'on est amis qu'on ne peut pas se dire des vérités. Absolument. Barbara Nzimbi, est-ce que la question, je reviens encore là-dessus, de ces charges supplémentaires pour Aubin Minakou, ça ne va pas être au détriment de l'Assemblée nationale avec tout ce qu'il y a comme charge ici? C'est pas un peu prestigieux pour lui, un peu, on va dire, un statut international qui lui est offert maintenant, qu'il le sera plus dans les avions qu'ici à Kinshasa, où on a les élections organisées, les lois votées, les contrôles parlementaires, tout ça c'est important quand même. Non, Jean-Marie, moi je voudrais qu'on aborde le problème au niveau du fond, hein, parce que c'est un problème très important. Il y a un vice-président au sein de l'Assemblée nationale, lorsqu'Aubin Minakou n'est pas là, il peut bien. Et puis je ne voudrais pas qu'on parle vraiment Aubin Minakou parce que c'est la République démocratique du Congo. Harold Badibanga l'a très bien précisé aujourd'hui. Vous savez, il y a rendez-vous et rendez-vous aujourd'hui. Est-ce que la République démocratique du Congo est de retour sur l'échiquier international par rapport aux rendez-vous importants? C'est la question qu'on doit se poser. Je vais m'expliquer. Premièrement, d'abord, la francophonie aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Aujourd'hui, quels sont les critères pour la désignation d'un pays? La République démocratique du Congo a été désignée sur base de quoi? Par rapport à la densité de la population aujourd'hui, 80 millions de personnes, oui c'est vrai, mais sur 80 millions de personnes, combien de personnes sont capables, combien de locuteurs sont capables de parler, exprimer bien correctement en français et écrire bien le français? C'est ça la question. Et aujourd'hui, sur le plan économique, est-ce que nous avons un lien, c'est-à-dire entre les pays francophones? C'est la question aujourd'hui. Oui, je pense qu'on devra plutôt être fiers aujourd'hui si on apprend que finalement aujourd'hui la République démocratique du Congo gagne un siège permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de Mme Francine Muyumba, etc. Bien sûr, mais moi je pense que jusque-là, on est encore dans des coquilles vides. La nécessité, la racine du problème, l'intérêt de la République démocratique du Congo, le petit peuple, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la francophonie à la population congolaise, est-ce que cette francophonie a été intériorisée? Est-ce que les Congolais comprennent c'est quoi?
quelles sont les organisations, les ateliers, etc., justement, pour essayer justement de soulever des problèmes, des vrais problèmes de la francophonie. La dernière fois que j'ai suivi Madame Michael Jean sur TV5, etc. Elle était en train de rappeler aux pays africains la nécessité de pouvoir respecter la Constitution. Et elle a bien précisé la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. C'était bien cela. Est-ce que ces problèmes ont été débattus? Mais moi, je pense qu'on doit plutôt rester là au lieu d'essayer de survoler, etc. Je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à ce que Jérôme sait quand même. Oui, on a bien organisé la francophonie, ça a été une réussite. Bon, il vient nous apprendre que le chef de l'État a offert des véhicules, etc. Mais est-ce que des luxes? Est-ce que c'était nécessaire? Je pense qu'on a trop de problèmes ici au pays pour offrir des véhicules de luxe. Non. Est-ce que c'était nécessaire que Joseph Kabila... Je ne pense pas parce que la population est... Moi, je vous dis que je suis très proche de cette population. En tout cas, quand je suis là, je pense que je la représente. Le plus important, c'est de soulever, s'il vous plaît, les intérêts, les critères. La République démocratique du Congo a été désignée sur base de quoi? Qu'est-ce que nous allons gagner finalement, concrètement? C'est ça la question que la population se pose aujourd'hui. Comment est-ce que paradoxalement nous avons été désignés, le premier pays francophone, mais aujourd'hui en RDC on a un problème de français, monsieur Jean-Marie, vous le savez. Même des journalistes qui s'expriment bien, regardez quelqu'un qui écrit le français, c'est un scandale. Et qu'est-ce qui se passe? Et de plus en plus on évolue, de plus en plus le nombre de locuteurs de ces gens-là, vont disparaître peu à peu. Et qu'est-ce que la francophonie compte faire par rapport à ces problèmes? Je pense que le problème est là. Oui, dans 30 secondes, moi je pense que quand on veut se faire passer pour nuanceur alors qu'on est journaliste. Mais là vous revenez en arrière, monsieur. Non, c'est très important. Il a nuancé en précisant des choses. Il n'a rien précisé. On ne nuance pas devant les évidences. Oui. Le journaliste table sur les faits et devant les faits on ne tergiverse pas. Oui. C'est quoi les faits aujourd'hui? Je pensais que j'avais affaire à un patriote, mais je lui déchire le brevet de patriotisme aujourd'hui. Ah bon? Je parlais de faits, je dis qu'en relation internationale, on pèse avant d'exister. Et au lieu de considérer que c'est une réalité, on me fait du raccordement frauduleux à ma gauche pour me dire non, Aubin Minakou devrait d'abord penser à ceci ou revenir au pays pour parler de ceci ou de cela. Non, mais il est réaliste, bienvenue Makouma. Il est réaliste. Jean-Marie Kassamba, on a plus de travail à faire. Le réalisme est là. Il a passé beaucoup de temps en Suisse. Le réalisme est là. Oui. Nous ne sommes pas devant le premier homme d'État à travers le monde, en commençant par la France, n'en déplaise à ceux qui pensent que je parle trop de la France, qui ait plus de 3 fonctions officielles. Barbara l'a bien dit, il y a ce qu'on appelle le principe de la représentativité. On veut me faire croire autour de cette table qu'Aubin Minakou est président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo, il n'a pas un bureau. Donc s'il n'est pas là, rien ne fonctionne. Je suis désolé. Je suis plutôt en train de faire comprendre aux gens qu'il s'agit ici... Mais il y a les plénières aussi à présider. D'une question de la République. Oui. Et les questions de la République se traitent avec âme d'État et non avec état d'âme. Oui. Pour dire quoi? Il s'agit ici de comprendre que on n'a fait que nous rejoindre en prétendant nous contredire, en faisant l'autodestruction. Là, vous vous êtes défendu. Nous sommes en train de démontrer que l'avènement d'Aubin Minakou à la tête de l'APF n'est pas le premier événement qui prouve le fait que la RDC est sur l'échiquier international. Il est bénéficiaire, Minakou, il est bénéficiaire du leadership incarné par Joseph Kabila. Et du travail du gouvernement. Aujourd'hui, et du travail du gouvernement. Il est bénéficiaire de la République. Voilà. Par la République. Par la République. Joseph Kabila, ce n'est pas Joseph Kabila. L'un de ses meilleurs élèves aujourd'hui a prouvé que le feu brûle tout haut à condition que chacun y apporte un morceau de bois. Il a bataillé dur. Alors, quand on essaye qu'on évite du raccordement frauduleux... Non, je ne vais pas réagir du tout. Mais Harold me pousse à dire ce que je voulais pas dire. Non, ce que je ne voulais pas dire, parce que ça n'entre pas dans mes habitudes. En réalité, pour dire la vérité, et à notre compatriote Aubin Minakou, et à tous nos compatriotes congolais, c'est un non-événement
Comment ça, l'élection de... C'est un non-événement. Je ne voulais pas le dire de cette manière-là. Mais bien sûr que c'est un non-événement. C'est un non-événement. Mais présider cette assemblée, c'est un non-événement pour les Congolais. Si c'était le Rwandais qui l'aurait fait, vous auriez dit même le Rwanda nous préside. C'est un non-événement. Pas vraiment le Rwanda. C'est un non-événement. Ça, c'est un patriote. Attendez, c'est un non-événement. laissez-le finir. Tu parles toujours d'intérêt tous les jours, Harold. La République ne tire pas grand intérêt. Il n'y a pas de dividende. Il n'y a pas de dividende à tirer. Et j'ai essayé de le démontrer de manière subtile qu'on ne tire pas grand-chose de cette histoire-là. Et que la présence d'un compatriote peut faire en sorte qu'on puisse commencer à tirer quelque chose. Ça, c'est le côté positif. En accédant à des dossiers sensibles comme là, la tu te contredis. Je ne me contredis pas du tout. Je ne me contredis. Je ne me contredis pas du tout. Je ne me contredis pas du tout. Tu as dit que c'est un non-événement et puis tu dis qu'on aura des intérêts dès lors qu'il y a un patriote qui a dit. Finalement, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne me contredis pas du tout. Je répète et je réaffirme que c'est un non-événement. Et si notre compatriote Minaku, qui accède à cette fonction prestigieuse, peut aider la République à accéder à des dossiers sensibles, c'est une bonne chose. Mais pour le moment, c'est un non-événement. Alors, merci. Bon, ceux qui nous suivent apprécieront. Changeons de sujet, parlons de la géostratégie maintenant, avec cette Afrique que nous aimons tant, parce que, pas plus qu'aujourd'hui, en N'Djamena, encore un attentat kamikaze, en Égypte également. Des morts, ça s'aligne d'ailleurs avec toujours du terrorisme qui s'installe maintenant sur le continent africain, alors que depuis une dizaine d'années, à part la Somalie, peut-être l'Algérie dans les années 90, le continent africain était épargné et on était dans la croissance, dans la production, quand même avec nos Chinois qui amenaient quand même de l'argent, alors que le Fonds monétaire, la Banque mondiale avait quasiment déserté le continent. Jérôme Sekana, est-ce que si on est un peu machiavélique, on va dire, très direct, est-ce que ce n'est pas du terrorisme fabriqué pour d'abord faire peur aux Chinois, pour qu'ils partent, ensuite empêcher aux Africains qui avaient déjà commencé un élan de reconstruction de leur continent, une certaine productivité, la croissance qu'on a commencé à dire presque à des chiffres, tout ceci risque de connaître, comme disait Assange, des lendemains qui ne chantent plus. Les Africains vont désespérer de leur continent parce que les bombes pètent de part et d'autre et que on a écouté les Italiens, les Anglais qui ont demandé à les ressortissants de ne pas venir en Tunisie parce qu'il y a des risques de bombes, etc. Qui a intérêt? À qui profite le terrorisme, justement? Vous savez, Mao Tse-tung était il n'y a pas d'attentat en Chine, hein? Il avait dit des choses, mais je voudrais prendre plutôt la citation de Napoléon Bonaparte. Oui. L'empereur. Napoléon Bonaparte avait dit « Lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». La Chine s'est déjà réveillée et le monde commence à trembler. La Chine a 3 atouts majeurs. Le premier atout, la Chine a l'argent. Du cash. Du cash que nos amis de l'Europe n'ont pas. 4 000 milliards. Ça, ce sont les fonds souverains. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils soutiennent même les trésors américains et tout ça. Deuxième atout, une capacité d'intégration extraordinaire. Dans n'importe quel environnement. Je crois vous avoir dit autour de cette table qu'au Cameroun, un Chinois avait gagné les concours de la musique et des danses traditionnelles. Makossa, oui, absolument. Et il en était mort par la suite. Ça, ce n'est qu'un exemple. Si. Troisième capacité, troisième atout, c'est il n'y a pas trop de conditionnalité. Alors, avec ça, ceux qui ont été habitués à piller le continent africain, bien, je ne dis pas que tous, il y a aussi des amis qui viennent, mais il faut une grande partie, c'est pour que nous puissions prendre, aller transformer, donner de la valeur ajoutée ailleurs. Vous n'avez qu'à voir les événements de janvier ici. On sait qui a donné l'argent au Bado pour aller incendier les magasins chinois. C'est pour permettre au peuple congolais de comprendre que non, cela ne doit pas être ici, alors que le problème est ailleurs. L'Afrique a toutes les chances. Il y a une dizaine d'années, les taux de croissance moyens
taux de croissance économique moyen aussi autour des 5%, 5% et demi, ce qui est une bonne chose. Ça, c'est quelque chose de positif. Il y a 1 milliard d'âmes aujourd'hui en Afrique. C'est un marché très important. L'Afrique a maintenant l'agenda 2063. Il faudra qu'on organise toute une émission. Et on a suivi, d'ailleurs, vous allez continuer, en Afrique du Sud, ce qu'on appelle le BRICS. Oui, avec déjà, c'est à Shanghai. Hein. Oui, absolument. On va ouvrir de lancer l'équivalent de leur fonds monétaire international. Bien sûr, capital de 50 milliards. Oui. 50 000 milliards qui vont commencer, et puis 250 autres. Donc, tout ça. BRICS, c'est la Russie, le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est venue et l'Inde est venue en appendice un peu. Oui. Mais c'est la Chine qui est en train de traîner les choses pour essayer de faire le contrepoids. Pourquoi on arrive à ça? Je peux quand même placer un mot. Parce que vous regardez le Fonds monétaire international, il y a des accords non écrits, mais que nous observons, qui veulent que celui qui doit diriger le Fonds monétaire international doit être un Européen. Oui, toujours. Et celui qui doit diriger la Banque mondiale doit être toujours un Américain. Oui. Et là-dedans, il n'y a pas tellement de démocratie. Strauss-Kahn a lancé des réformes qui traînent à prendre corps aujourd'hui au sein du Fonds monétaire international, même au niveau de la Banque mondiale. Eh bien, ces pays des BRICS se sentent un peu marginalisés. Nous avons l'argent. Oui. Les quotas qui sont là-bas, ils ne veulent pas changer, alors que nous pesons plus que d'autres pays qui ont un peu le monopole, qui ont un peu le droit de veto là-dedans. Mais regardez que la Grèce est en train de se Alors, on fait les contrepoids. Oui. Donc, je vous dis, dans les jours à venir, avec les BRICS, vous allez voir, et c'est ça qui est en train de se dessiner également en Afrique, parce que nous aurons au niveau de Yaoundé notre fonds monétaire africain, et c'est pour ça qu'on a tué Kadhafi. Absolument. Nous aurons au niveau d'Abuja, au Nigeria, la Banque centrale africaine. Nous aurons notre monnaie. Donc, je voudrais un jour que vous puissiez nous inviter avec mon ami et qu'on explique à nos compatriotes l'agenda 2063 de l'Union européenne et de l'Union africaine pour que les gens comprennent. Donc, au regard de tout ça, au jour d'aujourd'hui, nos amis sont en difficulté en Europe. Mais est-ce que c'est parce que la parole va tourner, mais j'aimerais quand même reposer cette question, et on ne peut plus directement. Est-ce que ce n'est pas volontaire qu'on puisse encourager le terrorisme, non, ou à la fois casser la croissance, mais aussi vous perturber, non, nous perturber. Oui et non. Pour qu'on ne puisse pas s'engager dans la construction. Oui et non. Alors, oui, parce qu'on sait qui a bombardé en Libye, les armes sont venues d'où, qui a tué Kadhafi. L'OTAN. Et on sait, on sait, les armes qu'on trouve chez Boko Haram ou à gauche à droite proviennent d'où, tout ça. Moi j'ai vu une dépêche, on dit non, ce sont les djihadistes, enfin les terroristes, qui ont ramassé dans les dépôts de Kadhafi abandonnés. Jean-Marie Kassamba, vous m'avez dit ici qu'on tempère. Moi je peux vous parler des prisonniers, je peux vous parler des conteneurs d'armes qui ont disparu ici et là. Donc ça ne sert à rien qu'on entre dans toutes ces choses. On ne tempère que sur ce qui est vrai. Ici, le problème, c'est que le terrorisme, c'est le résultat de frustration. Vous savez, j'étais au niveau d'Abidjan et on voit l'ancien président du Nigeria qui vient exposer. Non, pas de Goodluck, c'est lui qui était venu faire la médiation chez nous ici. Obasanjo. Oui. Et il était en train d'expliquer, il dit, vous savez pourquoi il y a Boko Haram? Eh bien, parce que c'est la pauvreté. Ces gens-là, ils sont arrivés à prendre les armes parce qu'ils vivaient dans une pauvreté indescriptible, c'est de la frustration. Dans le nord du Nigeria. Voilà. Oui. Et ils ont ajouté la dose religieuse pour essayer de s'exprimer, mais l'origine, c'est là. Et je tiens ça de Obasanjo. Et les criminels économiques à travers le monde profitent de la pauvreté pour injecter, pour mettre les gens en conflit et exploiter au maximum. Les gens qui sont pauvres vont acheter des armes qui coûtent cher. Le danger, c'est quoi? C'est que maintenant, les terroristes sont en train de réexpédier le terrorisme, même dans les pays occidentaux. Et c'est là où
ça complique tout. Quand vous regardez au niveau, que ce soit au niveau de l'Irak, que ce soit au niveau de la Syrie et tout ça, quand vous regardez tous ces groupuscules-là ont été formés même et équipés par qui? Alors, et aujourd'hui, les bombes explosent dans Paris, dans les pays. Barbara Nzimbi, si on vous aurait demandé aujourd'hui, est-ce que... moi, j'ai lu un peu quelques dépêches cette semaine qui disent, voilà, le Maghreb était tranquille, allez, on a voulu du printemps arabe, maintenant on fuit le Maghreb, la Tunisie, l'Égypte, etc. Jean-Marie, je voudrais... pour casser la croissance. S'il vous plaît, je suis tellement inspirée par rapport à ce sujet parce qu'il est important. Vous savez, au lieu de se concentrer sur par exemple, pousser les chefs d'État, s'il vous plaît, africains et tout, respecter la Constitution, il faudrait plutôt consentir tous les efforts nécessaires pour ce problème. Peu importe la manière dont ça arrive, même les gens qui entretiennent justement ces différents groupes sont menacés aussi. L'Occident, aujourd'hui, on a une sorte de civilisation occidentale et civilisation orientale, parce qu'il y a une sorte de bras de fer. C'est ça que le Premier ministre français a dit. Il y a une sorte de bras de fer. On fait la guerre à notre civilisation. Oui. D'abord, il faudrait essayer de détecter, soit de définir les causes principales du fait que ça puisse venir, etc. Mais c'est ça, le déséquilibre économique qu'il y a. On a un problème dans le sens de la répartition des ressources. Des ressources. Aujourd'hui, ces gens-là sont frustrés, comme Jérôme Sekamna vient de le dire, et finalement, ils sont là, ils tiennent les armes. Ils sont aussi manipulés par des personnes qui ont des raisons politiques, justement, qui sont derrière eux, qui comprennent aussi qu'on peut manipuler ces personnes-là aujourd'hui. Donc, il faudrait d'abord trouver le problème qu'il y a là, parce que vous savez, vous avez soulevé un sujet, votre sujet, c'est le terrorisme pour casser la croissance économique. Il y a un problème de répartition de ressources qui fait en sorte que le terrorisme puisse naître. Finalement, ça vient encore casser cette croissance économique, d'où la nécessité justement de faire bien les choses, au lieu seulement de pouvoir se préparer en armes, etc. Voilà, il faudrait se concentrer sur ce problème, parce que ça touche tout le monde aujourd'hui, Jean-Marie, même l'Occident y compris, l'Occident aujourd'hui qui est menacé. Les enfants de l'Occident sont transformés en kamikazes. Alors Non, c'est pas à cause de frustration. Parce qu'avec ou sans frustration, ces gens-là, professionnels du chaos, vont trouver des raisons ailleurs. Professionnels du chaos? Oui. Pourquoi? Ceux qui entretiennent, qui créent le terrorisme vont chercher ailleurs. Parce qu'il y a des preuves que dans des pays où coule du miel, où les Français quittaient pour aller travailler en Libye, on a trouvé des modus vivendi pour armer les Libyens contre les Libyens. Je dis plutôt ici qu'il s'agit du crime qui profite aux criminels. Nous devons nous poser la question à qui profite le terrorisme. Il profite à ceux qui ont changé de modus operandi, qui estiment que la meilleure façon d'assujettir les tiers-mondistes, c'est de les posséder, les déposséder plutôt de tout ce qu'ils ont de même d'une manière brutale. Posséder ces gens-là qui sont frustrés, bien évidemment, qui sont partants, puisque mais oui, c'est votre temps, mais vous avez réagi sur ce que nous on a dit. Vous avez réagi sur ce que nous on a dit, sur notre approche. Non, c'est très important ce que je dis. Je dis nonobstant tout ce que l'on peut évoquer comme raison à l'interne. Celui qui organise le terrorisme l'organise à son intérêt. Il peut rendre au diable celui qui est saint pourvu qu'il gagne. Les différenciations sociales existent, et c'est là dans tous les États. Et c'est pour dire que lorsqu'on a tendance à rendre interne une affaire internationale, conçue quelque part pour des intérêts de ceux qui la conçoivent, c'est très dangereux. Ne cherchons pas à justifier le fait que les balkanistes, les impérialistes viennent dans votre pays pour trouver un enfant qui aujourd'hui n'a pas à manger. On l'arme alors qu'en Libye, on a armé ceux qui mangeaient bien. C'est pour dire que le crime qui profite aux terroristes n'est pas à mettre sur la même balance que ce que nous avons comme problème interne. Nous sommes africains. En Afrique, on peut se battre aujourd'hui, demain on va manger ensemble. Jérôme Sekana a donné des preuves que les armes que les terroristes utilisent viennent de quelque part. Comme Biafra. Ils viennent de quelque part. Et qu'en relation internationale, celui
qui donne ces armes-là, c'est pour ses intérêts. Ce n'est pas pour les intérêts des soi-disant frustrés, ce n'est pas pour les intérêts de ceux que l'on combat. À ce niveau, je suis en train de chuter, je dis, à ce niveau, c'est trop obscurantiste de penser que c'est le terrorisme est fruit de frustration. Les frustrations sont en France, les frustrations sont ailleurs. Donc il faut faire attention. Alors, terminons l'émission. Très attention. Merci bien. Terminons l'émission parce qu'on se on est à la place au journal. Jean-Marie, quand j'ai suivi autour de cette table, on semble tout justifier. Oui. Alors qu'on ne justifie pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? En relation internationale, la diplomatie, la définition de la diplomatie, c'est une forme de guerre sans armes. Et l'adversaire ne vous fait pas des cadeaux. C'est comme l'Iran et les États-Unis aujourd'hui. Nous, Africains, alors que nous avons une croissance forte, une croissance robuste à travers le monde aujourd'hui, il faut la protéger. Nous avons comme l'impression que nous avons en face de nous des enfants de cœur qui vont nous faire des cadeaux. Et nous nous comportons en conséquence. Et autour de cette table, malheureusement, on a fait penser que nous devons attendre des autres compréhension, nous devons attendre des autres nous accompagner dans notre croissance pour qu'on devienne demain la Chine. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ce que nous avons à faire, c'est nous consolider. Que nous mettions un terme à tous ces terreaux favorables au terrorisme. C'est ce que nous avons à faire. Que nous donnions à manger à nos enfants, que nous les envoyions à l'école, qu'ils n'aient pas... Que nous transformions localement que nos enfants n'aient pas toujours l'envie de partir de l'autre côté. Mais Kadhafi avait déjà fait tout ça. Mais justement, c'est justement... Kadhafi avait fait tout ça. Il a pris 500 millions d'euros. Parce que nous avons... On a une entreprise européenne. Nous, Africains, nous, Congolais particulièrement, nous ne savons pas protéger les meilleurs d'entre nous, c'est-à-dire nous ne savons pas protéger nos vrais leaders. C'est pourquoi nous n'avons qu'à nous plaindre. Donc les Africains n'ont pas protégé Kadhafi. Ces leaders doivent nous protéger. Ces leaders doivent commencer d'abord par nous protéger. Et nous, on va les protéger. Merci beaucoup. On va marquer une pause ici. On se retrouve la semaine prochaine pour encore décortiquer l'actualité mondiale et celle de notre beau et cher pays, la RDC. Portez-vous bien. Et encore une fois, condoléances à notre cher compatriote Adam.